Bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être venus. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors on va parler de l'Ouest américain, des origines jusqu'à aujourd'hui. Alors, déjà, pourquoi l'Ouest? Vous pouvez, c'est une question que vous aurez pu me poser. Je vais répondre à Alors pourquoi l'Ouest? pourquoi l'Ouest? Parce que c'est ma passion de l'Ouest. Parce qu'on est toujours à l'Ouest de quelque part, de quelqu'un et de quelque chose aussi. Donc, aussi, j'aurais pu dire l'Ouest, mais au début, je voulais mettre l'Ouest sauvage. Parce que l'Ouest sauvage, rien n'est écrit d'avance. Rien n'est écrit d'avance. On peut tout faire, on peut tout commencer. Donc ça, déjà, c'est une petite entrée. Le menu suivra. Miam. Pour faire plus classique, là, alors. Chapitre 1. Ils sont venus à pied. Le continent qui sera dénommé en 1507 Amérique par le géographe M.C. Muller, en l'honneur d'Américo de Vespucci, était entièrement vide d'habitants. Durant cette période sont arrivés les premiers immigrants qui, du nord au sud de l'Amérique, sont appelés Indiens en raison de l'erreur de Christophe Colomb qui croyait aborder sur les côtes asiatiques. Et aujourd'hui, en disant Amérindiens, on précise les Indiens d'Amérique. Oui. C'est un peu plus Merci. Alors, l'appel de l'Ouest. L'Ouest a depuis le XVIIIe siècle attiré des Européens, parfois individuels, parfois mandatés par les gouvernements ou les comptoirs commerciaux. Si l'on croit la Vulgate américaine, l'expédition de Meriwether et de William Clark, 1804-1806, voulue par le président Jefferson, serait le point de la conquête de l'Ouest. Elle aurait déclenché le mouvement des colons vers les terres et les ressources minières au-delà du Mississippi. La ruée vers l'or. Oui, j'y viens. Alors, premièrement, gens et choses de la conquête de l'Ouest. Alors, premièrement, d'abord, les canoës indiens pour circuler sur les cours d'eau. Les bateaux des colons, ils ne sont pas tous venus avec des chevaux et dans des caravanes. Diligence, voilà, diligence. Et les diligences circulaient sur le fameux chemin qu'on appelle le Pony Express. Des bovins et des cow-boys. Quant aux Amérindiens, ils furent largement décimés par des traités non respectés, parqués dans des réserves où beaucoup moururent de maladies, décimés aussi par les colons. Oui, on parle d'un génocide qui a réussi. Il leur donnait des couvertures qui avaient la tuberculose, non? Ah bon? Malheureusement, Ils n'avaient jamais eu la tuberculose. Non, la rubéole, ou je sais pas. C'est vrai ça, on leur donnait des couvertures avec la tuberculose. Infectés, et vu qu'ils n'étaient pas Ouais. immunisés, ils en Malheureusement, le progrès n'a que faire de l'humanisme. Non. Donc là, les cow-boys. Alors là, j'ai quelques anecdotes. Les cow-boys. Cowboy Forever a prononcé ces mots au cours d'une de ses tournées présidentielles. Theodore Roosevelt. J'ai toujours agi seul comme un cow-boy conduisant son troupeau. Il se trouve au bon moment, au bon endroit. Telle est l'étrange confidence de Henry Kissinger à la journaliste italienne Oriana Fallaci en décembre 1972, alors que ses succès diplomatiques le placent au sommet de la popularité. Le président Nixon apprend, quant à lui, a dit « Nous avons quitté le Vietnam comme un cow-boy qui sort du salon, les mains sur la gâchette des revolvers. »
c'est un peu vraiment la mentalité américaine et des cow-boys. C'est-à-dire, ne laisse pas faire, quoi. On peut préciser que Ouais. cow veut dire vache. Donc Cow, c'est l'homme ça des veut dire vaches. vache, Ouais, et boy, c'est C'est le garçon de ferme. garçon de ferme. Ouais, l'homme des vaches, Ouais. littéralement. Ouais. Où je suis. Ah. Non. Non. Alors, les cow-boys vivent dans des baraquements parfois insalubres, travaillant dans des conditions difficiles avec une météo rude hiver-été. Les ennemis les attendent, indiens, bandits, outlaws, hors la loi, comancheros. Mais la nature aussi intervient. Ours, grizzly, loup, puma. Mais ils restent les seigneurs des troupeaux et les maîtres de la viande. Convoyant des milliers de bêtes sur des pistes qui vont du Nouveau-Mexique, du Texas jusqu'à Chicago, où sont situés les abattoirs. C'est Les gay. abattoirs pour l'ouest étaient Les à l'est. abattoirs pour les animaux. Hein, pour les... Ils leur faisaient faire un trajet si long entre là où ils paissaient et là où on les abattait. Ah, dans l'abattoir, ils étaient éliminés. Hein. À Chicago. À Chicago, ouais. mais il faut- Chicago, c'est dans l'Est. Ouais, mais ils ont fait tout le chemin Ah ouais. du Texas jusqu'à c'est ce que disait Martin, ouais. C'est Ouais. pas rien, hein. Non. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça. Alors, C'est Ça combien de pour- kilomètres? ça, en tout cas, c'est un bon. Je dirais 3000 au Ouais, moins, je pense- 4000. Je dirais 3000, 3500 peut-être, ouais. Ah, il faut le faire. Hein. Il faut le faire, ouais. Alors, ils sont habillés de pantalons en cuir, de jambières, de gros ceinturons, où pendent de chaque côté des pistolets bien chargés. Le soir, ils jouent aux cartes ou jouent à l'harmonica et se racontent des histoires invraisemblables qui circulent de ranch en ranch, coiffés de leur chapeau de marque Stetson. Excusez la pub. Mais les industriels en ont décidé autrement, pour qui les conditions d'acheminement du bétail vont changer. Les chemins de fer apparaissent, remplaçant progressivement les convoyeurs cow-boys, et les barbelés clôturent leur chemin. Question. Voilà, donc oui, alors peut-être que je vais parler un peu de l'Ouest Vas-y. américain, la géographie. Parle un peu.
Alors, l'Ouest américain, c'est, on va dire, presque la moitié ouest des États-Unis actuels. C'est une région très contrastée avec la moitié est. Elle est formée de montagnes allongées suivant les méridiens, donc nord-sud. Sur la côte, on a d'abord en Californie, c'est-à-dire la moitié sud de la côte, la Californie, donc avec un climat méditerranéen, et une chaîne de montagnes dite chaîne côtière. Et juste à l'est de la chaîne côtière, on a une très vaste plaine en Californie. Tout ça, c'est un climat méditerranéen, sauf en altitude, où on a un climat alpin avec des forêts de montagne qui font penser aux Alpes. Et donc, le climat méditerranéen en Californie. Mais en remontant au nord, à l'Oregon et à l'État de Washington, à ne pas confondre avec la capitale fédérale sur la côte est, on passe à un climat océanique, donc avec la chaîne côtière. Et un peu en retrait de la chaîne côtière, en Oregon, Washington, on a la chaîne dite des Cascades, avec des volcans majestueux dont le mont Rainier, qui dépasse les 4000 mètres, et le célèbre mont Sainte-Hélène, qui a connu une éruption exceptionnelle en 1985. Et donc la chaîne des Cascades. Et en descendant plus au sud, en Californie, il y a une très vaste plaine extrêmement exploitée pour l'agriculture entre la chaîne côtière et une chaîne qu'on appelle la Sierra Nevada, qui est tout simplement la reprise du nom de la chaîne au sud de l'Espagne. Ça veut dire chaîne de montagne enneigée, Sierra Nevada. Et donc cette chaîne, les cascades prolongées par la Sierra Nevada au sud sont à haute altitude, dépassent 3000 mètres, couvertes de forêts. Et par contre, dès qu'on franchit cette chaîne des cascades prolongées par la Sierra Nevada, on tombe dans un climat complètement différent, de très vastes plateaux, semi-arides. Alors au nord, c'est le plateau de Columbia, qui fait près des 2/3 de la surface de la France. Et au sud, on a le grand bassin Great Basin Range, qui est une alternance de chaînes de montagnes pas très très élevées et de plaines très arides. Alors le Great Basin and Range, donc un peu au sud du plateau de Columbia. Et plus au sud encore, on a des zones carrément désertiques avec le désert de Moravie. Morave en espagnol, Mojave disent les Américains. Et plus au sud encore, il y a le désert de Sonora qui continue au Mexique et qui occupe l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Et donc après cette très vaste dépression entre la chaîne des cascades prolongée par la Sierra Nevada, donc on a sur des centaines de kilomètres cette Great Basin and Ridge au sud et plateau de Columbia au nord, avec climat semi-aride et désertique au sud. Et ensuite, plus à l'ouest, plus à l'est, on a les Rocheuses proprement dites. Donc les Rocheuses, des fois on les confond avec toutes les chaînes à l'ouest des États-Unis, mais en fait les Rocheuses proprement dites sont quand même situées à des centaines de kilomètres de la côte pacifique et s'étendent du nord au sud, donc suivant la direction méridienne. Alors ces Rocheuses sont... Alors on se souvient que le climat était très aride dans le plateau de Columbia et le Great Basin. Et puis le désert de Moravie et Sonora. Par contre, l'éperon des Rocheuses, lui, est très costaud, plus costaud que les chaînes côtières, et un climat alpin atteint 4000 mètres. Et alors, au-delà des Rocheuses, plus à l'ouest, on a de nouveau des zones semi-arides, jusque vers la moitié ouest des États-Unis. Et puis ensuite, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on a la moitié est, un peu plus que la moitié, qui sont les États-Unis très riches pour l'agriculture. Ils le sont moins en général pour la moitié ouest, bien qu'en Californie,
avec un climat méditerranéen, ils exploitent intensivement les zones qui peuvent être cultivées. Donc là, on a parlé des reliefs et des climats. On peut dire un mot sur les fleuves. Les fleuves, l'ouest des États-Unis dépend énormément de quelques fleuves. C'est sûrement un défaut par rapport à l'Europe, parce qu'ils ont quand même sur de très larges superficies un climat très aride, et ils détournent énormément l'eau du Colorado, qui naît dans les Rocheuses et qui devrait se jeter dans le golfe, on va dire l'océan Pacifique. Hein. Et ils dépendent aussi du Rio Grande au sud, puisque le sud est en partie aride, désertique. Ils mettent des barrages, ils irriguent énormément. Et le Colorado est tellement prélevé pour son eau qu'il ne débouche même plus sur l'océan. Le Rio Grande, qui est né aussi dans l'état du Colorado, fait en partie la frontière avec le Mexique. Et lui aussi est très prélevé, mais il a un débit beaucoup plus faible que le Colorado parce qu'il circule en zone aride. Et alors là, on a dit un mot sur les fleuves. Alors, on peut dire un mot sur les forêts. Les forêts comptent des arbres qui sont endogènes aux États-Unis. Le plus célèbre est le séquoia géant, qui atteint 95 mètres de haut. C'est donc la famille des conifères. Mais là, en fait, l'arbre le plus haut du monde n'est pas le séquoia géant, mais le séquoia à feuilles d'if, qui peut atteindre 116 mètres, donc pas loin de la hauteur de la cathédrale de Strasbourg. Ils ont d'autres arbres très spécifiques qui posent des fois... Alors, le pin queue de renard, en américain Foxtail Pines, et l'arbre fétiche en Arizona. Il peut vivre 4700 ans, et c'est le record de longévité pour les arbres sur la Terre. Donc, alors pourquoi on l'appelle Foxtail Pines? Parce qu'il a des aiguilles très denses qui poussent par 5 sur des petits bourgeons, et sa façon de plier les branches quand elles plient, ayant une très forte toison d'aiguilles, font penser à une queue de renard. On peut parler aussi du... alors chaque État a son arbre fétiche. Par exemple au Nevada, c'est le pin à une feuille. Ils ont des arbres, des conifères qu'on ne trouve pas en Europe. Par contre, des tuyas qu'on utilise beaucoup en Europe pour les haies, que vous voyez utilisés comme haies, sont en fait carrément des arbres américains qui pourraient être très hauts, mais comme ils sont taillés, on ne le voit pas du tout chez nous. Et je dis quelques espèces, l'épicéa de Sitka, le pin jaune de l'Ouest. Alors, le pin jaune de l'Ouest porte un préjudice parce que les bovins le broutent des fois et il provoque des avortements chez les bovins. Et il crée un sacré préjudice pour les éleveurs de bovins dans l'Ouest. Donc le pin jaune de l'Ouest. On cite, alors là j'ai parlé de quelques arbres, on va pas tout dire. Si jamais Laurent tu veux enchaîner sur les hommes. Alors, moi je vous parlerai de l'Ouest d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'il en reste hein? Je dirais déjà, le but est atteint. Depuis les dernières années du XXe siècle, l'Ouest, s'il a perdu une partie de sa superbe, est un espace renouvelé. En effet, la Californie, qui a toujours été un État très actif, innove. Des grands parcs animaliers, la Silicon Valley, la viticulture et l'écologie en général, et le cinéma. Alors, comme disait quelqu'un, « The West is the best », chantait Jim Morrison dans les années 60. The West is the best. The West is the best. Traduisant ainsi le sentiment de la majorité des Américains. Le cow-boy est sorti de la légende pour entrer dans l'histoire. Il n'est plus une image mais un héros. Et comme tous les héros, il est porteur de valeurs. Oui, de valeurs.
vraie valeur, surtout sportive. Tout au bout de Los Angeles sont situées 2 salles de sport. L'une est créée en 1959 par Joe Gold, champion culturiste. De nombreux champions y ont pratiqué. L'autre salle, la Ball Gym, créée par le champion Larry Scott, a vu s'entraîner un homme pas n'importe lequel. Schwarzenegger. I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? No, can't see her. She's making a statement. Where is she? Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there. I'll be back. Devenu gouverneur de l'État de l'Ouest, le plus riche et le plus populaire. Alors, je parle un peu d'art européen dans Los Angeles. Alors, au début du XXe siècle, Abbot Kinney, un milliardaire excentrique et mégalomane, annonce qu'il allait transformer les territoires inhospitaliers achetés au sud de la ville en une république de la cité des Doges. Effectivement, des arcades vénitiennes embellissent les bâtiments. Plus Venise se rapproche et plus l'ambiance devient bizarre. Vous y croiserez, liste non exhaustive, et dans le désordre, des guitaristes en toge et en roller, des beach bunnies, filles de la plage, en bikini minimaliste, des prêcheurs solitaires, des cyclistes à demi nus, des extra-lucides, des jongleurs à la tronçonneuse et des culturistes très développés. Alors, peut-être dire un mot un peu sur les animaux qu'on trouve. Alors, les animaux, ils ont des espèces qu'on trouve chez nous, dans l'ouest des espèces de montagne, comme l'aigle royal. Mais l'aigle, l'emblème des États-Unis, c'est la pirargue à tête blanche. C'est en fait un très grand rapace qui est plutôt pêcheur, donc qu'on trouvera non loin des lacs ou de l'océan. Ils ont un condor, le condor de Californie, qu'on observe dans le Grand Canyon. Le Grand Canyon, c'est un creusement de plateaux par le Colorado, au nord de l'Arizona, où on a donc élevé un parc naturel. Les Américains sont très friands de parcs naturels, c'est-à-dire ils ont une forte superficie, plus grande qu'en France. Et donc là-bas, les conditions de préservation de la nature sont très strictes et ils accueillent énormément de visiteurs tous les ans. Donc le Grand Canyon du Colorado, tout le monde connaît, c'est très célèbre, tout le monde connaît. En fait, je peux te poser une question, Oui. c'est le monument de Valais. Monument de Vallée. Monument de Valais aussi. Oui, c'est un autre parc, ça. Oui. Oui. Et je dirais quand même que là, sur le drapeau de l'État de Californie, il y a l'ours. Donc là aussi, on retrouve un peu l'écologie. Et on sait tous qu'il y a beaucoup d'éoliennes aussi en Californie. Tout ça, c'est des projets que le gouverneur Schwarzenegger avait mis au point et réalisés. Ah, vas-y. Alors, ils ont des espèces d'animaux qu'on trouve chez nous, mais ils ont des espèces indigènes. Le chien de prairie, c'est une sorte de petite marmotte à pelage rayé et qui aboie comme un chien. Donc, c'est très bizarre de voir une espèce de castor qui aboie comme un chien. Le condor de Californie, qu'un charognard. Alors, il est menacé par le saturnisme parce qu'il mange des charognes abattues par des chasseurs. Et les plombs les cartouches, les balles, font diffuser du plomb qui rend malade les oiseaux et les menace. Le Gila monster, qui vit dans les zones désertiques, notamment la vallée de la mort et le désert de Moravie, qui a un lézard géant venimeux et très, très coloré. Le coyote d'Arizona, c'est le chacal américain très célèbre dans les westerns. Le loup de Yellowstone, le lynx. Le mustang est un cheval domestique redevenu sauvage. Le puma des montagnes, le puma est encore appelé lion des montagnes, c'est donc un félin américain. Le blaireau d'Amérique,
le lynx roux, etc., la martre d'Amérique. Le serpent à sonnette, alors il y a beaucoup d'espèces de serpents aux États-Unis, mais ils font pas beaucoup de morts par morsure. En Inde, il y a 20 000 morts par an par morsure de serpent. Aux États-Unis, ça sera une dizaine de personnes. Ah, je croyais que ce soit Ouais. beaucoup plus. Non. Parce que vous voyez l'espèce de serpent qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup plus de gens mordus, mais ils arrivent à être soignés. Donc le rattlesnake qui fait du bruit avec ses écailles de la queue. Et en fait, ils ont 40 espèces de crotales. On peut parler de l'ours américain, l'ours noir, hein, à ne pas confondre avec le grizzly qui est plutôt nordique, et qui est une variété d'ours brun. Comme saumon, ils ont le saumon rouge, qui est un saumon qui a la particularité de, quand il va mourir, son corps devient tout rouge et sa tête toute verte, comme un vampire, avec les dents qui deviennent en crochet. C'est très spectaculaire. Et ce saumon-là, il meurt exprès près de ses alevins pour qu'il puisse se nourrir de son corps. Donc c'est assez remarquable. Hein. Et donc le saumon rouge, ils appellent ça sock eye, c'est-à-dire l'œil de chaussette. Je ne sais pas exactement pourquoi. Le grizzly, le serpent sonnette, la marque. Et peut-être un mot sur... Ou alors c'est toi, Laurent, qui parle maintenant. Dire quelque chose sur... Ouais. Tu as parlé de chevaux. Le cheval en Amérique, il a au temps géologique, au nord, l'isthme de détroit de Bering était soudé. Donc une partie des chevaux d'Europe est passée par-dessus, est passée rentrée dans le continent américain. Donc ça. Et en fait aussi, les Espagnols ont importé des chevaux. Les conquistadores, comme on dit, quoi. Donc aussi, une partie des chevaux des conquistadores se sont échappés et sont devenus des chevaux sauvages, qu'on appelle les Mustangs. Et les Américains sont très intelligents, c'est des gens qui aiment le marketing, donc ils ont appelé une voiture américaine la Ford Mustang au nom du cheval. Mais c'est une voiture qui a fait l'histoire du cinéma et aussi de l'histoire de l'Amérique. Hein? Avec James Dean. De quoi? La Ford Mustang, oui. Et la meilleure, c'était la Ford Mustang Shelby, parce qu'elle a gagné le Grand Prix de Le Mans en 1966. C'était une collaboration entre Shelby et Ford. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ford, de 1966 à 1975, au Le Mans, ils ont cartonné, ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans... Ouais, ils ont mis tout ce qu'ils avaient, quoi. Et bon, quant à Shelby, c'est devenu un designer vraiment reconnu. C'est ça, quoi. Il y avait même, comment dire, une référence cinématographique, mais que je trouve un peu trop hollywoodienne, parce qu'il ne montre pas vraiment le travail des techniciens, des ouvriers, tout ça, quoi. Donc, voilà. T'as quelque chose à... Allez. Oui. Donc, en ce qui concerne les végétaux, on y parlait tout à l'heure des arbres. On peut signaler les cactus géants des déserts du Sud, le désert de Sonora, qui occupe une large partie de l'Arizona, une partie du Nouveau-Mexique, aussi Californie. Ce sont des cactus géants qu'on voit dans les westerns. Donc, c'est des zones désertes. Il faut dire à propos des déserts du Sud des États-Unis qu'ils ont la chance d'être arrosés au moins une fois par an par des moussons. On parle de moussons de l'Arizona. Ça fait que les végétaux et les animaux attendent chaque année patiemment ces pluies pour pérenniser quand même. Alors que les déserts du type Sahara ou Gobi en Asie sont beaucoup plus cruels. Ils ont vraiment très peu de précipitations sur plusieurs années. Donc les Américains et les déserts américains bénéficient de précipitations quand même chaque année. C'est à noter. Donc ce qui est drôle dans l'Ouest, c'est le contraste entre les montagnes, qui sont bien fournies en végétation, en forêt, et soudain, on passe à des zones semi-arides, voire désertiques, sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Hein, le Grand Bassin, au nord, le plateau de Columbia, mais en irriguant, ils arrivent quand même à faire de l'agriculture. Et donc, je dirais un mot sur les ressources minières. Alors, tout le monde connaît la ruée vers l'or.
en Californie. Pendant longtemps, on croyait que les États-Unis avaient comme défaut de ne pas receler d'or. Je suis- hein. Il y a les États-Unis et l'Alaska pour l'arrivée vers là. Il y avait l'Alaska d'abord, Non, c'est en même temps. en même temps que... Les États-Unis. Ouais. Ils ont fait les États-Unis et l'Alaska pour l'arrivée vers là. Ah, ils ont fait ensemble la ruée vers l'or, c'était à la fois en Alaska et aux États-Unis. D'accord, ben, c'est à noter. Moi, je vais dire un mot sur une découverte remarquable, moins connue. C'est une découverte d'un immense gisement d'argent en 1860, tout à l'ouest du Nevada, donc près de la Californie. C'était des colons qui remontaient vers l'ouest, dans le but de trouver de l'or. Et soudain, ils ont trouvé de l'or dans des montagnes... et cet or avait comme défaut d'être mêlé à un minerai gris métallique qui les embêtait pour extraire l'or. Jusqu'au jour où quelqu'un a fait faire analyser ce minerai gris métallique qui s'est avéré extrêmement riche en argent. C'était de l'argentite à 80% d'argent. Ils ont alors creusé en 1860 environ et découvert un des plus grands gisements d'argent de tous les temps, qui a été baptisé la Comstock Lode. Lode, c'est filon, et Comstock, c'est le nom d'un héros de cette épopée. Et pendant 60 ans, de 1860 à 1920, c'était un immense gisement d'argent qui dominait le marché mondial de l'argent, qui a généré de grandes fortunes à San Francisco. Mais depuis 1920 environ, il est en voie d'épuisement. Et donc cette fameuse Comstock Lode, où il méprisait une gangue de l'or qui en fait était immensément riche en argent. Et les filons atteignaient des dizaines de mètres d'épaisseur, ce qui est très rare. Et ils le creusaient à la pelle, parce que l'argentite, le minerai d'argent, est tendre, peut être coupé au couteau. Donc ils le creusaient à la pelle et c'était une orgie pour l'argent. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval est son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc. Oncle Sam me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les 7 mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chic, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une dos cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à freine, pour que freine, le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western.
Parfois la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit téléchité baby ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Koshi. Calamity Jane, West, Jam, les squirrels, les scales, Tomahawk, le nouveau western, le nouveau western, moderne, Lucky, Billy Lucky, Miguelito Loveless. Parler de quelqu'un qu'on a un peu oublié au cours de cette thématique-là. Mais qu'est-ce qu'il est devenu le cow-boy? Qu'est-ce qu'il est devenu le cow-boy? Le cow-boy, lui, est toujours là. Il incarne la réconciliation entre l'Ouest et l'Est, entre l'Amérique pastorale et industrielle. Dans l'Ouest, berceau de l'Amérique, fonctionne une sélection naturelle au profit de l'anglo-saxon et de tous ceux qui en adoptent la manière de vivre. Ainsi, il est l'homme du futur du XXIe siècle. Carrément. Oui, en fait, c'est vrai. À l'origine du cow-boy, il y avait un employé mexicain qu'on appelait le vaquero. Et c'est l'ancêtre du cow-boy. Il était habillé de manière très simpliste, il avait un pic pour les bœufs. Mais c'est vrai ça, ils viennent de toutes les couches sociales et de tous les... il y en avait pour tout, mais en fait c'était des gens qui avaient aussi besoin d'aventure. Et une vie bourgeoise dans l'Est, ça les intéressait pas, quoi. Donc c'était une chance pour eux de faire quelque chose d'intéressant. J'ai vu assez récemment à la téloche, il y a encore des cow-boys aujourd'hui. Alors il n'y en a plus beaucoup, mais il y a encore déjà les traditions, toutes les traditions de danse, de musique, etc. des cow-boys. Mais il y a aussi des traditions de monter les chevaux, de regrouper le bétail, les troupeaux, avec, pas forcément même dans des concours, des fois il s'agit tout simplement de bosser, quoi, vraiment. Oui, en fait, il existe les agents du voyage organisent des stages pour s'initier à la vie des cow-boys. C'est-à-dire, c'est du vrai. C'est-à-dire, ceux qui participent se lèvent très tôt le matin, ensuite ils font tout le travail, et il y en a même, j'en ai vu un qui cherchait le fœtus d'une vache, il a mis la main là dans le... C'est vraiment sérieux, quoi. Hein, donc, c'est ça, quoi. C'est pas du chiquet. Hein. Et en ce qui concerne... de toute façon, les médias ont repris à travers la mode. Je veux dire, actuellement, j'ai vu souvent à Strasbourg, là, habillés avec des Santiago. Donc, il y aura toujours une reprise, quoi, de l'image. Comme j'ai dit, l'image est porteuse. Il y a le line dance, les cowboys dansent en ligne comme ça. Je veux dire, il y aura toujours les voix. Que je conseille de voir comme référence cinématographique, c'est le film avec Kevin Costner, qui s'appelle Horizon. C'est un film très dur, épique, qui montre l'histoire d'une famille américaine, l'évolution cowboy, quoi. Et lui, là-dedans, il est vraiment déterminé. Il n'est ni gentil, ni méchant, mais déterminé. Le vrai cowboy. J'avais une autre question, mais ça correspond, on parle de l'Ouest américain, un petit rappel. Parce qu'en fait, je suis en train de lire la dernière
Alors au départ c'était une trilogie, ça devient une tétralogie, puis c'est 5 tomes d'un auteur américain qui s'appelle James Ellroy et qui a beaucoup écrit autour de Los Angeles précisément. Et donc on parle du Grand Ouest américain, des grands espaces, d'aller s'occuper du bétail, etc. Mais il y a aussi toute une mythologie, et de sa mythologie, des Indiens, des cow-boys, etc. Mais on parle des animaux aussi, puisque c'était de l'or, de toute la richesse qu'on peut aller y faire. Mais il y a aussi toute une mythologie de la ville, de la grande ville américaine. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a des connaissances sur le fait qu'il y a une mythologie aussi du polar. Oui, alors je vais te répondre. Non, oui, je vais te répondre. Vas-y. Il y a un écrivain qui s'appelle John Fante, émigré italien d'origine modeste, qui, quand il était jeune, est venu avec sa mère à Los Angeles, dans les quartiers. Il y avait un quartier à Los Angeles qui s'appelle Bunker Hill. Alors c'est vraiment quelque chose de sordide. Bunker Hill, c'est comme un bunker, là, et là-dessus passent les tramways, là. Alors John Fante, quand il était jeune, il travaillait dans les docks de Los Angeles, à trier des poissons. En même temps, il commence à écrire. Et petit à petit, ses écrits sont devenus célèbres. Et c'est devenu un écrivain célèbre au cours des années 50. Et moi j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? De la poussière. C'est un écrit très très difficile sur la vie d'un émigré justement qui veut devenir une célébrité à Hollywood, et c'est ça quoi. Donc il y a beaucoup, comme tu dis, autour de Los Angeles. D'ailleurs, il faut noter que Los Angeles, c'est une ville qui fait 100 km. 100 km. Et il y a une fameuse rue, Sunset Boulevard, 50 km. Il y a les plus grands de Sunset, c'est dans les années 60, quand on est en plein boom de la musique. Des groupes comme les Doors, comme les Seeds, les Birds, tout ça, ils chantaient le soir dans ces boîtes, et tout le monde se mélange, surtout aussi les producteurs qui venaient pour les remarquer, et ils ont signé des contrats là-bas. Et notamment aussi dans Laurel Canyon, puisqu'il y avait toute une communauté de musiciens, dont Frank Zappa, etc. Et Laurel Canyon, lui, juste à côté. Et n'oublie pas le Château Marmont. Exactement. Du Château Marmont, qui est vraiment un lieu de perdition pour les acteurs, parce qu'on l'a retrouvé là-bas. C'était un hôtel, ouais. Et John Bellucci, le corps de John Bellucci, un acteur américain qui a joué dans les Blues Brothers, on l'a retrouvé là-bas. Il était soit une overdose, soit autre chose, quoi. Mais bon, le Château Marmont, il reste, quoi, pour les... Mais je ne pense pas que les touristes puissent le visiter comme ça. Il y a les quartiers à Los Angeles qui sont très, très fermés, quoi. À ma connaissance, en fait, ça a eu lieu. Il y a eu une période où c'était devenu plus ou moins un endroit touristique. Mais c'est en train d'être repris plutôt effectivement par les acteurs américains maintenant, Château Marmont. Il y a aussi évidemment en plus récent en termes d'auteurs américains, il y a évidemment, je parlais de James Ellroy, mais il y a aussi, et ça se passe aussi à Los Angeles, c'est Connelly, avec son héros phare qui s'appelle Bosch, Harry Bosch, et qui est quelqu'un qui enquête dans chaque livre, justement dans toutes les strates de la société américaine du Grand Ouest, et notamment en ce moment il y a une série. Je crois qu'on en est à la 4e ou 5e saison, et c'est très sympa avec un générique, super beau générique.
du poing sur un peu le côté obscur, un peu de tout ça, et dire quand même qu'en 1969, il y a eu des problèmes avec la femme de Polanski, de Roman Polanski, qui a été assassinée, Sharon Tate, qui était une actrice qu'on voyait souvent sur les plages, et que il faut dire qu'à cette époque, dans la villa de Roman Polanski, tout le monde se mélangeait. Des artistes, des écrivains, des hommes politiques, et tout le monde se connaissait. Alors, de là à dire que c'est celui-là, tout le monde là-bas se connaît, à un certain degré. Donc ça, c'est le côté, il y a un côté aussi de secte. Il y avait c'était une disciple d'une secte religieuse de ça qu'il avait fait, quoi. Donc, Charles Manson, qui est en prison, et à côté de sa cellule, c'est un artiste américain qui s'appelle Phil Spector, qui a tout simplement jeté sa femme par la fenêtre, dans une crise de démence, quoi. Ça, c'est le côté, il y a toujours un côté obscur de cette ville, quoi. Il y a un autre côté sombre, c'est dans Les raisins de la colère. Il fuit le centre agricole parce que c'est monopolisé par des grandes entreprises qui monopolisent l'agriculture. Ils sont plus capables, les paysans là-bas sont plus capables de survivre. Et ils vont vers l'ouest, vers la Californie, en espérant pouvoir trouver des travaux journaliers. Et finalement, ça se termine plutôt mal parce qu'il y a c'est pendant la crise de 29, la crise économique. Et il y a des laissés pour compte qui meurent. Il y a une grande inégalité entre les grands propriétaires terriens des vergers californiens qui laissent mourir les gens qui sont ruinés. En fait, on les appelait les Okies parce qu'ils venaient de l'État d'Oklahoma. Alors, ils étaient aussi... le climat était très très aride, il y a une tempête de sable, quoi, qui les empêchait de... Alors, dans justement les raisins de la colère, John Steinbeck, c'est l'histoire d'une famille qui vend tout et qui part... vers la Californie. En fait, oui, parce qu'il faut dire que dans l'arrière-pays des villes comme Bakersfield, c'est consacré à l'agriculture et à la culture des oranges et de ça. Hein. Pour rajouter, en fait, l'origine de ça, c'est que certes, il y avait la crise, mais à force d'avoir raclé la terre dans l'agriculture, ça l'a asséché, et ces gens vivaient dans un coin qui s'appelle le Dust Bowl. Le Dust Bowl, ouais. Et en fait, pendant plusieurs années de suite, il n'y avait plus que des tempêtes de poussière. Et ces tempêtes de poussière, les gens mouraient de faim, littéralement, sur place. Et c'était donc très compliqué pour eux pour vivre. Et ce que raconte Steinbeck, c'est vraiment ou bien mourir sur place ou bien mourir plus loin. C'est encore plus sombre que ce qu'on pouvait imaginer, surtout que c'est un roman des années 50, je crois. On rêve des États-Unis, mais c'était un pays qui a été longtemps très dur. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, je termine là-dessus, c'est que quelqu'un comme Schwartzy, tout le monde dit ah oui, il allait là-bas, mais tout était préparé à l'avance pour lui. Parce qu'avant qu'il aille aux États-Unis, il avait gagné un concours, un championnat en Europe, et des entrepreneurs védères, des entrepreneurs c'est eux qui ont en fait le bodybuilding américain moderne. Ils ont bien vu en cet homme le potentiel qu'ils avaient et le fric qu'ils pouvaient se faire avec lui. Alors ils ont tout préparé, l'hôtel, ils ont acheté les billets d'avion, ils ont tout fait pour qu'il soit bien à l'aise là-bas. D'ailleurs, en fait, ce qu'ils ne disent jamais, c'est que Schwarzenegger il avait beaucoup d'ennemis là-bas. Aussi du point de vue politique que dans le sport. Dans le sport, c'était aussi des gens qui se dopaient. Oui, je veux dire, à l'époque, il y avait, en 1969 à peu près, quand le bodybuilding moderne s'est fait, il y avait ils appellent ça des docteurs Strangelove, c'est-à-dire c'est des médecins, on ne sait pas trop d'où ils viennent,
En tout cas, ce qu'ils aimaient bien, les jeunes, ils aimaient bien les jeunes athlètes, et ils leur donnaient des préparations avec des choses très voilà, tout ça. Mais il faut arrêter de dire que Schwarzenegger a eu un don. Il n'avait pas de don. Il n'y a pas de don, il y a juste des secrets et des produits. C'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Tu veux te dire quelque chose encore? On peut dire quelques petits faits divers. Ouais, voilà. Le plus haut séquoia géant du monde, hors États-Unis, se trouve à Ribeauvillé, chez nous en Alsace, avec 58 mètres de haut. Il a été planté en 1856 en honneur de la naissance du fils de Napoléon III. On peut parler d'un minéral remarquable de Californie qu'on prenait au début pour du saphir et qui a été appelé la bénitoïte parce que ça ressemblait beaucoup au saphir. Elle est encore plus chère que le saphir et se trouve qu'en 2 endroits dans le monde, aux États-Unis, en Californie, Comté San Benito, et au Japon. Le Colorado est indispensable à la vie de 40 millions d'États-Uniens. C'est comme ça que des fois on appelle les Américains pour préciser que c'est des États-Unis. Et une série de villes en dépendent. Il comporte un énorme barrage, le barrage Hoover. Et on peut parler de la rivière Humboldt dans le nord sur le plateau de Columbia, qui est dédié à Humboldt, un très grand explorateur allemand, mais qui a vécu en France et qui est célébré en Allemagne. Il y a l'université Humboldt à Berlin. On peut dire qu'au Nouveau-Mexique, ils ont découvert il n'y a pas longtemps un énorme gisement de potasse. Le maquis s'appelle là-bas, dans l'ouest des États-Unis, dans les régions méditerranéennes, le Chaparral, qui a donné son nom à une voiture un jour. Le Yosemite est un parc en Californie au centre-est, qui est extrêmement spectaculaire, avec la plus haute falaise entière du monde, la falaise El Capitan, qui subit l'assaut des alpinistes de très haut niveau. On peut dire que dans l'ouest des États-Unis, on trouve des mots français, dans le Colorado, l'Idaho. Par exemple, la ville de Coeur d'Alene, dans l'Idaho. La présence française se traduit par des noms géographiques. Et puis, voilà, je crois que j'ai peut-être pas trop de choses à rajouter. Donc, un drôle de pays, l'Ouest américain, alternance de zones riches en végétation et forêts, et soudain on passe à des zones désertiques, parce que les montagnes côtières arrêtent les vents venus du Pacifique. C'est un peu le même phénomène qu'on a en Alsace. On est protégé par les Vosges. Il pleut beaucoup moins en Alsace qu'en Lorraine. Mais aux États-Unis, du côté est des chaînes côtières, cascades, soudain il ne pleut plus du tout. On a des zones semi-arides et désertiques au sud. Et ils sont très tributaires des grands fleuves. Le Colorado fait vivre 40 millions d'Américains dans plusieurs grandes villes. Il n'y a pas beaucoup de villages dans les États-Unis, ce sont des grandes villes dispersées, dans l'ouest des États-Unis. Alors on peut aussi parler de San Francisco, qui est aussi dans l'ouest, un peu plus au nord. C'est une ville d'artistes et en fait, aussi de beaucoup de choses, quoi. Et en fait, cette ville a été créée par des colons allemands au XVIIIe siècle, qui sont venus travailler. Ce qui est remarquable à San Francisco, c'est son funiculaire là qui monte. Et en fait aussi son inclinaison du fait à un tremblement de terre qu'il y a eu au début 1906, et que n'oublions pas que la Californie est située sur la faille de San Andreas, et que les Californiens vivent avec l'obsession du Big One, c'est-à-dire le fameux tremblement de terre qui va scinder la Californie du reste du continent américain. Et ils savent que ça va se produire, mais quand est la grande question. Il y a 1 an encore, il y a eu un fort tremblement de terre en Californie, de magnitude 5. Il faut juste espérer que... non, il ne faut rien espérer du tout.
Je crois qu'on va devoir s'arrêter Oui, parce attends, que pour le dire, Stéphane, tu as quelque chose tu peux intervenir. Oui. Hein? J'ai pas grand-chose. Le handball Aux États-Unis. à Los Angeles, comment c'est? Ils sont pas encore très réputés à ce niveau-là. Pour C'est ce plutôt, sport, ils sont pas... Non, c'est plus le baseball. Le basket aussi, hein, je crois. Basket, baseball, c'est ce genre de choses. c'est dommage qu'Olivier soit pas là. Lui, il aurait pu nous parler du baseball. Je veux dire, ça fait à peu près combien de kilomètres carrés De quoi toutes les tenues, entre les tenues, entre toute la surface. Plusieurs fois la surface de la France. Le bassin versant du fleuve Colorado est plus vaste que la France métropolitaine. Ah ouais. En fait, c'est c'est le gigantisme. Hein. C'est le gigantisme un peu. Hein. En fait, l'Américain, ça a toujours été quelqu'un qui a voyé les choses en grand. Quoi. Parce que d'une côte à l'autre, il doit y avoir quoi, 5000 km. Je dirais 6000, non? Ça dépend si c'est au sud ou au nord. Enfin, c'est presque plus lointain quand tu es au nord, c'est-à-dire à la limite du Canada, qu'au sud, puisque effectivement, à partir du Mexique, ça se rétrécit pour arriver jusqu'au Panama. Mais ça avait une sorte d'entonnoir, les États-Unis aussi. Donc, c'est pour ça que les États du Sud aussi ont leurs particularités. Et on a parlé peut-être plus, finalement, du sud-ouest américain que de l'ouest américain. Ouais, le nord est un climat océanique. Le plateau de Columbia est semi-aride, mais moins qu'au sud. Et il y a la ville de Seattle, qui est du nom d'un chef indien, l'État d'Idaho, du Montana, qui sont riches en grandes mines. Les températures, climat océanique au nord de la côte pacifique. C'est climat océanique, donc il n'y a pas de grands écarts de température, les hivers sont doux. C'est un peu comme le climat en France, qui est largement océanique. Par contre, la demi-moitié sud de l'ouest, de la côte ouest, a un climat méditerranéen, c'est-à-dire des étés assez plus chauds qu'en climat océanique, et des hivers, assez doux. Et par contre, ensuite, dès qu'il y a des montagnes hautes, c'est le climat alpin. Et quand on passe au nord, au plateau de Columbia, au sud, dans le grand bassin, c'est semi-aride, il y a des steppes. Il y a très peu de gens qui habitent, mais l'agriculture fait des efforts par l'irrigation, parce que c'est quand même de très grandes étendues. Puis on arrive aux Rocheuses plus à l'ouest. Alors les Rocheuses, c'est un énorme éperon avec climat alpin. Mais dès qu'on rebascule à l'est des Rocheuses, on retrouve des steppes, donc un peu arides. Et puis à partir de un peu avant la moitié des États-Unis, la moitié est, on a des zones agricoles très très riches qui nourrissent le monde entier avec les cultures de blé et de maïs. Oui. Ouais. C'est bon? Moi, je dirais, pour terminer, il faut y aller. Oui, donc parce qu'on va se faire disputer. On peut espérer qu'une chose, c'est que le GEM arrive à financer un voyage dans le Grand Ouest américain pour ses adhérents. Et, là, ça va faire venir du monde, ça c'est certain. Eh bien, voilà, c'était bonne soirée. Ce soir, nous avions Christian, Laurent, Martin, Stéphane, François et en petite voix là-bas au fond, Nicolas qui s'occupait de la technique. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Barjo. Merci.